Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois de mai. Ça a été un mois où j'ai eu le sentiment de lire très peu. Au final pas tant que ça, puisque quand on regarde mon bilan du mois, j'ai terminé 5 romans, j'ai lu une BD et en plus de ça j'ai fini le mois avec 4 lectures en cours. J'ai eu le sentiment de lire peu, surtout sur la fin du mois, et en même temps, eh bien ça peut se comprendre aussi parce que justement j'avais 4 lectures en cours, j'avançais très peu dans chacune d'entre elles et très peu de temps aussi à consacrer pour la lecture, surtout que là au moment où je filme cette vidéo nous sommes le 10 juin et c'est toujours mes lectures en cours, donc autant dire que j'ai vraiment pas avancé depuis. J'ai pratiquement rien lu en juin, c'est un truc de fou. Alors c'est pas que je suis en train de faire une panne de lecture ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas le temps de lire. Si vous avez suivi sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où j'en ai un petit peu plus parlé, je suis en train de passer les concours de l'enseignement, donc pour entrer dans l'éducation nationale, et du coup j'ai été admissible à la fois au CRPE et au CAPES physique chimie, donc ça fait pas mal d'épreuves là sur le mois de juin qui sont toutes un peu regroupées en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué, surtout que je me pose un milliard de questions parce que clairement je me demande si j'ai vraiment envie d'aller là-dedans et voilà, et du coup ça me fait vraiment peur parce qu'en plus qui dit devenir fonctionnaire dit arrêter tout ce que je fais sur les réseaux sociaux ou du moins toute l'activité d'entreprise que j'ai, donc éventuellement le continuer comme je peux et en fonction du temps libre que j'aurai, mais clairement je pense que ce sera à peu près zéro. Donc autant dire que ça me fait très peur parce qu'en même temps je me suis énormément investie dans mes réseaux, mais bref c'est pas le sujet de cette vidéo et aujourd'hui on va parler de mes lectures. On va commencer tout de suite avec la fantasy jeunesse et dans ce genre j'ai lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud illustré par Sanoé et publié chez École des loisirs. C'est un livre qui attendait dans ma pile à lire depuis super longtemps puisque je l'avais acheté au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil où j'avais pu rencontrer les auteurs et le faire dédicacer. Sauf qu'à peine arrivé chez moi je l'ai prêté à ma belle famille et le temps que ma belle-mère et ma belle-sœur le lisent, eh bien je l'ai récupéré genre juste avant de rencontrer de nouveau Michael Brun-Arnaud et Sanoé pour le refaire dédicacer lorsqu'ils sont venus à Brest. Donc j'ai eu le temps de le dévorer juste avant de les rencontrer, ça a été un énorme coup de cœur. C'est une histoire vraiment douce et adorable dans laquelle on va suivre Ferdinand Top qui perd progressivement la mémoire. Il est atteint de la maladie de l'oubli-tout avec laquelle on peut faire un parallèle avec la maladie d'Alzheimer. Et donc il va se rendre à Belle-Écorce dans le chêne en fait où Archibald Renard tient sa librairie. C'est une librairie assez particulière où en fait les livres ne sont qu'un seul exemplaire. Chaque habitant de Belle-Écorce peut aller déposer en fait un exemplaire de son livre. Ferdinand Top avait écrit plus jeune ses mémoires, il avait écrit ses souvenirs autour de mode qui était donc l'amour de sa vie et il avait écrit plein de choses par rapport à ça et donc il avait déposé son livre dans la librairie d'Archibald. Sauf qu'au moment où il y arrive, et en fait il se rend compte que le livre a disparu et en fait surtout Archibald lui avoue avoir vendu son livre la veille alors qu'il était resté là sur les étagères depuis super longtemps. Il pouvait pas savoir que Ferdinand Top allait arriver pour demander cet ouvrage. Et tous deux du coup embarquent sur un long périple pour essayer de retrouver les mémoires de Ferdinand Top et justement c'est à travers ce périple aussi qu'il va se rappeler certaines choses de son passé et qu'on va découvrir beaucoup de choses concernant le passé de Ferdinand et c'est vraiment juste tellement beau, c'est extrêmement touchant. Enfin, j'ai pleuré en lisant ce livre, vraiment c'est juste adorable. On va aborder énormément de thèmes et en particulier la famille et les souvenirs et l'importance des souvenirs, c'était juste merveilleux. Ça a été un énorme coup de cœur que je ne peux que vous recommander si vous avez envie de tenter quelque chose de jeunesse. Parce que pour le coup, même en discutant avec l'auteur, il me disait que souvent les enfants sont un peu touchés par l'histoire et tout, et ils sont là, moi c'était un petit peu triste et tout. Et en fait les parents ils pleurent à chaudes larmes d'un côté quand ils le lisent et clairement je pense que c'est un livre qui fait vraiment écho chez les adultes parce que justement on est un petit peu plus amené à avoir vécu ce genre de choses. On a peut-être déjà été confronté à certaines personnes qui sont atteintes de cette maladie ou alors qui perdent la mémoire tout simplement en vieillissant aussi. Et puis on parle aussi du deuil ici et forcément c'est quelque chose que l'on est amené à vivre en grandissant et que lorsqu'on est enfant on connaît moins, donc ça nous touche peut-être un petit peu moins aussi. Bref, c'était merveilleux. Je vous ai pas montré les illustrations, on en a plusieurs qui sont trop belles. J'avais mis des petits post-it pour me souvenir des jolies illustrations qu'il y a dans ce roman. Celle-ci elle est juste trop belle, mais vraiment trop belle. Un énorme coup de cœur. Encore une fois. Et donc lorsque je les ai rencontrés pour la seconde fois et que je me suis rendue à la dédicace, j'ai craqué pour le tome 2 du coup, les carnets de Cornelius Renard. Je l'ai pas fini encore, pourtant ça se lit extrêmement vite, c'est des livres jeunesse donc c'est écrit très gros et ils font 300 pages, j'en suis à la page 180 donc honnêtement il faudrait juste que je me pose une petite demi-heure, 40 minutes pour avoir le temps de le finir, mais je prends pas le temps de le faire, c'est ça qui est tellement triste, j'aime énormément cette histoire, j'ai trop envie de me plonger dedans mais juste je prends pas le temps de lire
lire en ce moment et c'est dommage. Ici on va suivre encore une fois Archibald de Renard, mais cette fois-ci Célestien Loup arrive en fait à Belle-Écorce et il lui fait bien comprendre que clairement la librairie qu'il tient depuis toujours elle ne lui appartient pas. C'est pas son père et même son grand-père qui lui l'avait cédé, puisqu'à la base c'est la librairie de la famille Loup et pas de la famille Renard. Et du coup ici Archibald va essayer de comprendre mais pourquoi on lui dit ça en fait, pourquoi on le met à la porte de chez lui et de son magasin, et partir sur les traces des carnets de Cornelius Renard, donc son grand-père, pour essayer de comprendre tout ça et comprendre comment et à quel moment cette librairie a changé de propriétaire. Ce qui est génial dans ce roman, je sais pas si vous allez voir, on a une alternance en fait entre des pages blanches et des pages jaunes comme celle-ci, qui correspondent en fait, du coup les pages jaunes c'est des extraits du carnet de Cornelius Renard. Ça permet de structurer un peu la lecture et de donner un rythme en fait finalement à cette histoire, puisqu'on va avoir certains chapitres où on suit Archibald et puis dès qu'il va trouver un carnet dans son aventure, dans sa quête, et bien on va avoir un petit extrait du carnet de Cornelius Renard, et ça c'est super chouette, c'est extrêmement prenant et ça donne envie vraiment de découvrir les deux pans de cette histoire et d'en aller un petit peu plus loin justement dans cette recherche de carnet, donc c'est très motivant pour lire la suite. Encore une fois c'est illustré, magnifiquement illustré même je dirais, par Sanoé. J'aime beaucoup son style de dessin et ça a été vraiment super chouette de pouvoir discuter avec elle et de savoir comment elle s'y prenait en fait lorsque l'on a été à la dédicace. Et je dis on parce que mon mari était avec moi aussi et justement lui c'est le côté qui l'intéressait le plus, vraiment le côté dessin. On passe maintenant à du young adulte. Alors du coup premièrement j'ai lu La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publié aux éditions Stardust, qui a été vraiment une superbe lecture. Franchement je m'y attendais pas, j'avais pas énormément d'attentes par rapport à ce livre parce que je n'avais pas aimé La Reine des Ombres, en tout cas j'avais été hyper déçue de La Reine des Ombres. C'est pas non plus que j'avais pas aimé, ça se lit, mais ça m'avait grandement déçue parce que je trouvais que c'était pas du tout approfondi. J'étais même pas réticente finalement à lire La fille du roi pirate puisque l'histoire m'intriguait quand même pas mal et j'avais pas forcément d'attente extraordinaire par rapport à ce livre. Du coup au final j'ai passé un super moment de lecture et c'est pas plus mal parce que je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut le prendre. Ici on va suivre Alosa qui est la fille du roi pirate, donc du roi Caligan, et qui va devoir un peu simuler un enlèvement en fait et se retrouver entre guillemets esclave de son pire ennemi pour intégrer son navire et essayer de retrouver une carte qui est très importante puisque elle recèle en fait de nombreux trésors, enfin voilà, un thème vraiment très récurrent dans la piraterie, et donc elle va se faire passer pour prisonnière, pour captive alors qu'elle a un petit peu fait exprès et chercher cette carte là alors que du coup c'est un peu son pire ennemi et c'est un peu compliqué parce que elle trouve pas la carte et elle va devoir se rapprocher progressivement de lui pour pouvoir essayer de rentrer dans sa cabine ou des choses comme ça pour réussir à trouver cette carte justement. Quand je vous dis ça en fait clairement c'est quasiment tout ce qui se passe pendant une très bonne partie du roman parce que honnêtement moi c'est ce qui m'a un petit peu frustrée avec ce livre, c'est que c'est très long dans la recherche de la carte. Vraiment Alosa prend un temps fou à la chercher, ça n'avance pas à ce moment-là. C'est dommage parce que le roman commence extrêmement bien. Moi je trouve que on commence direct avec de l'action, on est plongé tout de suite dans cet univers de piraterie. Franchement au départ c'était vraiment top, j'ai commencé ce livre en me disant ouais vraiment un univers qui me semble relativement riche pour un livre qui fait 300 pages, une histoire qui commence tout de suite avec beaucoup d'action et voilà, se plonger dans ce monde de piraterie, et puis c'est vite redescendu quand je trouvais qu'Alosa tournait en rond pour chercher cette carte justement. Mais heureusement vers la moitié du roman à peu près, il y a un retournement de situation qui fait que tout prend un petit peu plus d'ampleur, la fin est très intéressante et surtout il y a plusieurs révélations qui donnent vraiment envie de lire la suite et c'est chouette parce que elle nous apporte à la fois des éléments de réponse pour finir ce tome correctement, mais en même temps voilà, on a envie d'en savoir encore plus et ça vraiment ça m'a grandement plu, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sort en septembre je crois si je ne me trompe pas. En tout cas ce sera courant de l'automne et franchement honnêtement, une très très bonne surprise malgré le fait que voilà, il y a un petit moment de mou dans cette lecture et c'est un peu dommage dans un livre si court finalement parce que 300 pages c'est pas énorme non plus pour un livre de fantasy. Ensuite, j'ai lu, ou plutôt j'ai terminé en mai, Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Pocket Jeunesse en format poche, je l'ai aussi en format broché chez Lumen. D'ailleurs, j'ai toujours pas choisi lequel j'allais garder dans ma bibliothèque vraiment. Alors, Shades of Magic, ça a été une très bonne lecture, mais c'est pas celle que je retiens le plus de cette autrice. Ici, on est dans un roman fantastique où on a plusieurs mondes parallèles
parallèles autour de Londres en fait, puisqu'on va avoir vraiment des mondes parallèles centrés sur Londres qui seront un peu différents puisqu'il n'y a pas le même type de magie partout, il n'y a même pas de la magie partout. Il y a un monde gris qui correspond au nôtre, donc qui n'a pas de magie. Il y a un monde rouge où il y a extrêmement de magie, voilà, enfin tout repose là-dessus. Il y a un monde blanc où la magie est très rare et un monde noir où tout a été consommé par la magie. Et on va suivre Kel qui est un magicien assez particulier puisque lui, il a le pouvoir de voyager à travers ces mondes justement. Et en plus de ça, c'est un orphelin qui du coup a été élevé par la famille royale, etc. Bref, il leur sert un petit peu quand même, hein, il leur est utile, faut pas croire. Mais en même temps, pour lui, il est vraiment très proche de cette famille. Et du coup, lors de l'anniversaire du prince, il va se retrouver à voyager à travers les mondes pour amener un objet. Mais bon, c'est pas si simple que ça, il se retrouve blessé, etc. Et c'est là qu'il va tomber sur Lila, qui, elle, vit un peu dans la pauvreté et vole en fait pour survivre. Et en fait, elle va essayer de dérober une pierre très importante de Kel, qui clairement est une pierre magique qui confère certains pouvoirs. Bref, ça va être le moment où ces deux personnages vont se rapprocher et se rendre compte que finalement, ils ont peut-être aussi des objectifs communs et qu'ils pourraient plutôt s'allier au lieu de s'affronter. Autant dire que ça a été une histoire qui a mis énormément de temps à démarrer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans dès le début. J'ai été tout de suite captivée par tous ces mondes parallèles. Moi j'aime énormément le voyage dans le temps et le voyage à travers les mondes, donc c'est quelque chose qui tout de suite m'a captivée. Je me suis dit j'ai trop envie d'en savoir plus. Par contre, les personnages n'ont pas retenu mon attention et j'avais énormément de mal à m'attacher à eux et du coup à trouver un intérêt à aller plus loin dans la compréhension de tout ce qui leur arrive finalement. À force de lire ce livre, plus ça allait et plus l'intrigue a su retenir mon attention. Mais voilà, à la fin de cette lecture, mon opinion est un petit peu en demi-teinte puisque j'ai adoré le système de magie, j'ai adoré ce système de monde parallèle, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines choses qui pouvaient être creusées autour des personnages qui n'avaient pas été creusées selon moi. Et du coup, c'était un petit peu dommage de pas en apprendre plus sur eux et surtout de pas avoir réussi à m'attacher à ces personnages. Après, ça c'est propre à chacun. Ici, c'est un livre de V.E. Schwab et si vous avez l'habitude de lire des livres de V.E. Schwab, vous savez que parfois, elle écrit des livres qui sont très poétiques comme on peut l'avoir dans Addie LaRue ou encore Galante. Là, on est plus sur un style d'écriture qui va se rapprocher de la duologie Monsters of Verity ou encore de la trilogie Cassidy Blake. C'est vraiment quelque chose de plus léger mais en même temps de très fluide à lire. On est loin de quelque chose de poétique comme on a dans d'autres de ses romans. Je pense que c'est important de le souligner parce que je sais que certaines personnes sont vraiment attirées par cette plume poétique qu'elle peut avoir parfois et c'est pas toujours le cas. J'espère sincèrement que si vous l'avez lu, vous l'avez aimé et surtout dites-moi en commentaire si vous avez lu la suite de la saga, ce que vous en avez pensé parce que pour le coup, je suis un petit peu partagée à savoir si je continue ou non cette saga puisque honnêtement il y avait plein de bonnes choses, j'ai vachement bien aimé l'univers et le système de magie mais voilà, j'ai pas forcément d'intérêt plus que ça autour des personnages et de savoir leur devenir, donc j'ai pas vraiment plus que ça envie de continuer cette lecture, en tout cas sur le plan personnage et développement de leur intrigue. On continue en fantasy young adult avec cette fois-ci La Cour des Ouragans, le 3e tome de Vampiria de Victor Dixon, publié dans la collection R, qui a été un coup de cœur. J'ai principalement écouté ce livre en livre audio sur Nextory, d'ailleurs vous avez mon lien en description pour bénéficier de l'application pendant 45 jours gratuitement. Ça a été vraiment, comme je vous le disais, un coup de cœur. Honnêtement, je pense que c'est une saga qui se bonifie dans le temps et vraiment une pépite à découvrir. J'étais moyennement emballée par le premier tome, mais plus ça a été et plus j'ai aimé les tomes de cette saga. C'est assez compliqué de vous parler de ce 3e tome, sachant que justement c'est un 3e tome. Sachez que cet univers fantastique se déroule dans un monde plus ou moins parallèle du nôtre où le roi Soleil serait devenu immortel, donc un vampire, et il règne maintenant sur la Magna Vampiria. Et dans ce monde, on a à la fois des courtisans qui sont des vampires, mais aussi des courtisans humains, et surtout une grosse partie de la population qui reste humaine pour pouvoir nourrir et subvenir aux besoins des vampires, donc ils sont ponctionnés, etc. Histoire de pouvoir alimenter les vampires en sang. Et dans le premier tome, on va suivre Jeanne Froidelac, une adolescente issue d'une famille de roturiers qui clairement ont toujours œuvré un petit peu contre la Magna Vampiria et tout ça, mais qui se sont fait assassiner par des vampires. Jeanne est la seule survivante de sa famille et elle va tout faire pour venger sa famille, quitte à se faire passer pour une personne de plus haut rang, Diane de Gastefriche, et ainsi intégrer la cour du roi Soleil pour vraiment s'en rapprocher le plus possible de manière à mettre fin à tout ça. Elle va être embarquée dans énormément d'aventures, découvrir plein de choses, se lier aussi à certaines personnes et devoir faire confiance ou non à d'autres. Bref, c'est vraiment extrêmement bien fait. Si au départ Jeanne peut paraître un petit peu innocente et faire parfois des choix pas forcément des plus réfléchis, plus ça va et plus elle mûrit, et j'ai trouvé ce tome-ci vraiment exceptionnel de ce côté-là. J'ai particulièrement apprécié le personnage de Palphébus. En fait, je ne sais pas si je
l'aime ou si je l'aime pas, mais en tout cas il m'a grandement touchée. C'est un personnage assez ambivalent que vous allez découvrir ici et vraiment moi je l'ai trouvé extrêmement touchant. C'est un livre aussi qui amène à aborder énormément de choses et en particulier il y a une dénonciation du racisme et de l'esclavagisme dans ce roman et franchement c'est hyper bien amené dans cet univers. Franchement un gros bravo à l'auteur d'avoir réussi à apporter tout ça en fait à travers son univers et finalement cette réécriture de l'histoire en quelque sorte. Et puis si ça a été un coup de cœur aussi, je pense que c'est en grande partie dû au livre audio puisqu'on est dans une histoire où la musique a énormément d'importance, on a vraiment des passages avec un orgue et tout ça, et bref, ça apporte énormément à l'histoire d'avoir un livre audio qui ajoute justement ces passages musicaux là. Franchement, c'était génial, ça a permis de s'imprégner vraiment du récit, vraiment j'étais plongée dedans et je n'en sortais pas, j'ai dévoré ce livre audio et en plus de la musique, et ben, il y a aussi des bruitages, des petites choses qui font que voilà, on est encore plus plongé dans l'histoire, vraiment une très très belle production de chez Lizzie que je vous invite grandement à découvrir. Et je ne suis pas restée indifférente à Vampiria puisque j'ai continué l'aventure avec Vampiria America, le premier tome du deuxième cycle en fait puisque ce sont des cycles par trilogie. Donc ici c'est le Tombeau des Immortels, toujours du même auteur évidemment et toujours publié chez la collection R. Je me le suis acheté en format relié, collector, vraiment trop beau. J'ai longuement hésité parce que le format broché, je vous mets une image juste ici, est magnifique aussi et surtout reste dans la même lignée des premiers tomes de la trilogie, enfin des tomes de la première trilogie. Et puis en fin de compte, comme je l'ai écouté, enfin je l'ai pas fini mais j'ai écouté la moitié en livre audio pour l'instant sur Next Story et que c'est bien parti pour être un coup de cœur aussi, je me suis dit qu'un objet collector c'était peut-être encore mieux pour garder une trace de cette lecture, une trace physique dans ma bibliothèque. Vampiria America c'est très différent puisque on est sur un autre arc narratif où on ne va pas suivre uniquement Jeanne mais plusieurs personnages. Ici on est aux Amériques, sont un peu contrôlés aussi par cette société vampirique d'Europe et où on va avoir en fait chaque année un bal des débutants, donc 13 débutants qui sont amenés à être transformés en vampires, du coup pour devenir des nouveaux vampires etc. Sauf qu'on va suivre des desperados, donc un groupe de personnes qui ont globalement tout perdu, ou en tout cas perdu des choses très chères à leurs yeux à cause des vampires et qui vont essayer de se rebeller pour essayer finalement de mettre fin à tout ça et transformer ce bal des débutants en un enlèvement. Et c'est génial en fait, c'est génial parce qu'on a plusieurs points de vue, on va suivre plusieurs personnages, dont un que l'on a déjà dans la première trilogie mais je vous tairai son nom histoire que voilà, vous ne vous fassiez pas surprendre par tout ça parce que vraiment c'est très important de tout découvrir petit à petit. Et donc en fait ils vont faire en sorte de clôturer le lieu en fait dans lequel tout se passe, qui fait que ça devient un tombeau des immortels. Et en fait, l'auteur a structuré son récit en tant de temps après l'enfermement et ça me fait grandement penser à Extincta qui est structuré de manière à ce que ce soit tant de temps avant la fin du monde à chaque chapitre et vraiment un joli clin d'œil à Extincta du coup. C'est vraiment super chouette aussi de suivre ces différents personnages, ça apporte grandement à l'univers. J'ai mes petits chouchous bien évidemment, il y a des personnages que je préfère à d'autres mais vraiment c'est trop bien et encore une fois le livre audio mais extrêmement bien fait avec de la musique, des bruitages etc. qui nous mettent dans l'ambiance et plusieurs narrateurs. Il y a plusieurs points de vue et du coup ça se prête vraiment à avoir plusieurs acteurs pour donner leur voix aux personnages. Ouais, vraiment une belle pépite que je suis bien contente de découvrir. Le seul truc c'est que comme vous voyez j'ai complètement arrêté ma lecture. Je l'avais commencé à la fin du mois de mai, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi dans cette vidéo. Là on est mi-juin, je l'ai toujours pas fini et j'aurais dû normalement réussir à le finir avant la fin du mois de mai, voire début juin et bon ça n'a pas été le cas et entre temps eh bien j'ai appris que mes épreuves du CAPES tombaient le même jour que le bal Vampiria auquel j'avais réussi à avoir une place pour y aller et pour m'y rendre et du coup j'étais vraiment freinée dans ma lecture parce que pendant une bonne semaine je pense j'ai eu vraiment cette information un peu en travers de la gorge et j'arrivais plus du tout à me plonger dans l'univers, je pensais que à ça et à me dire mais sérieusement, enfin j'étais trop contente de pouvoir avoir une place là-bas sachant que c'était pas du tout une place en tant que partenaire mais vraiment j'avais réussi à avoir une place en tant que lecteur. Bon heureusement ma place n'est pas perdue, j'ai pu la donner à quelqu'un d'autre et ça c'est super chouette parce que une autre personne pourra y aller à ma place mais du coup moi je l'avais vraiment en travers de la gorge sachant que voilà j'avais trouvé ma tenue, j'étais trop contente de ma robe de princesse, vraiment je l'aime trop et bon je vais la garder parce que je me dis qu'elle servira toujours à un autre moment mais vraiment j'étais extrêmement déçue d'apprendre cette nouvelle là et j'ai stoppé ma lecture en plein vol parce que j'ai pas réussi en fait à me remettre dedans mais là ça fait quelques jours que j'ai repris cette lecture et je suis trop contente en fait d'avoir retrouvé le goût à cet univers de retour et de plus avoir cette petite rangée
rancœur finalement par rapport aux dates du CAPES et tout, parce que bah clairement c'était ça un peu mon problème. Mais vraiment le livre est génial et je peux que vous le recommander. Bien évidemment, je ne peux que vous recommander de lire d'abord la première trilogie Vampiria avant de découvrir Vampiria America. Vous comprendrez beaucoup mieux l'histoire, beaucoup mieux l'univers, vous aurez le background de certains personnages aussi, mais si vous souhaitez découvrir uniquement Vampiria America, c'est tout à fait possible également. Eh bien écoutez, on va continuer avec des lectures en cours au cours de ce mois de mai, puisque en mai j'ai également commencé All of Us Villains, donc le tournoi d'Ilvenas de Amanda Foody et C.L. Herman, publié aux éditions Milan. Je l'ai commencé en mai parce que je voulais l'avoir lu pour la chasse au livre du 3 juin, mais bon bah écoutez, ça n'a pas été le cas. Cette chasse au livre s'est super bien passée, c'était la première fois que j'en organisais une et j'étais trop contente. En fait, les éditions Page Turner ont contacté leurs différents partenaires qui étaient volontaires en fait pour faire cette chasse au livre. Ils nous ont envoyé certains exemplaires de livres et des goodies et le but c'était d'organiser tous dans nos villes une chasse au livre le même jour, donc le 3 juin à 14 h. J'ai pu organiser la première chasse au livre de Brest, je pense, parce qu'honnêtement c'était la première fois que j'en faisais une, mais tous les participants m'ont dit qu'ils n'avaient jamais participé à une chasse au livre non plus, donc c'est potentiellement la première de Brest et ça peut être quelque chose à marquer en fait dans un calendrier, je pense. Bref, c'était trop chouette, ça m'a permis de rencontrer des lectrices brestoises, de re-rencontrer certaines d'entre elles. C'était aussi un moment d'échange, de partage, de convivialité et j'espère avoir l'occasion et l'opportunité d'organiser d'autres chasses au livre à l'avenir parce que franchement c'était trop bien. Quand bien même ça reste une sacrée quantité de travail, surtout pour une chasse au livre bénévole comme ça a été le cas là. C'est normal en fait, à partir du moment où on contacte 30 partenaires pour faire des chasses au livre partout en France, on peut pas les payer et en même temps quand je vois la quantité de travail et le temps que ça m'a pris, bah je me dis ça fait beaucoup quand même pour mettre en avant uniquement un seul livre. Malgré tout, bah, c'était une superbe expérience et que je suis vraiment trop contente d'avoir pu le faire, même si bah, j'aimerais revoir un peu ces conditions-là à l'avenir et j'aimerais peut-être permettre de remporter plein d'autres livres et comme vous le voyez, des fois je reçois des livres que j'ai déjà ou que je ne compte pas forcément lire et du coup je suis très partagée entre vous faire des concours en ligne. Bah, le fait de faire un concours en ligne sur un livre que je reçois sans le demander, ça le met quand même vachement en avant et du coup je me dis bah peut-être que les maisons d'édition pourraient aussi aller vers là en se disant bah on leur envoie des trucs qu'ils demandent pas, de toute façon derrière ils nous font des concours, ils nous mettent en avant notre livre et nous on est contents et en fait bah, j'avoue que moi ça me dérange un petit peu mais du coup si je peux les mettre de côté et vous les faire gagner en physique dans une chasse au livre ça pourrait être vraiment super chouette ou pourquoi pas aussi parfois contacter des maisons d'édition pour vous les faire gagner comme ça. Donc voilà, j'essaye vraiment de réfléchir à tout ça, à voir comment je pourrais mettre en place de nouvelles chasses au livre, peut-être avec plusieurs livres aussi et faire en sorte que ce soit un bon équilibre donnant et surtout quelque chose qui vous aussi vous fasse plaisir parce que franchement c'était trop chouette de se retrouver sur Brest et peut-être un jour dans d'autres villes aussi. Oui Reiki, tu veux participer à la chasse au livre aussi? Ouais, t'as fait gros dodo? Ouais, c'était trop bien, il fait dodo. Bref, je ne suis pas là pour vous parler vraiment de la chasse au livre, mais tout ça pour vous dire que All of Us Villains, c'est un livre dont je n'ai lu que 100 pages sur 500 pages, et je les ai lus avant la chasse au livre, donc avant le 3 juin. Depuis, je l'ai pas ouvert. Non, j'ai pas trouvé le temps. C'est trop triste. Ça fait du coup une semaine, bah tout pile, que la chasse au livre a eu lieu au moment où je filme cette vidéo. Et donc ça fait une semaine que je n'ai pas ouvert ce livre, alors que pourtant il est trop bien. En tout cas pour le début. Moi ça me plaît beaucoup. On va y suivre plusieurs personnages qui sont issus de cette famille et les plus importantes de Ilvernas. Une ville dans laquelle il y a de la magie mais surtout il y a la haute magie, celle qui doit être contrôlée par une de ces 7 familles et qui leur confère les plus grands pouvoirs. Et dès que la lune de sang se lève, donc ben il y a le tournoi d'Ilvernas qui a lieu et du coup certains descendants de ces familles, donc un descendant par famille, va devoir concourir dans ce tournoi pour essayer de récupérer la haute magie pour sa famille et on va suivre 4 personnages sur les 7 qui concourent dans le tournoi pour justement récupérer la haute magie, tout ça. Et franchement, pour l'instant je suis au tout début, ils sont pas encore dans le tournoi. Mais j'ai pu découvrir les personnages et ce que je trouve génial, c'est d'une part le système de magie qui a l'air super intéressant et j'ai hâte d'en apprendre plus. Et en plus de ça, les personnages qui sont assez uniques, surtout très gris en fait, ils sont ni tout blanc ni tout noir. Je trouve ça très intéressant de suivre ce type de personnage là. Et en plus de ça, j'apprécie l'alternance des points de vue puisque ça donne envie à chaque fois de lire au moins 4 chapitres à la fois pour pouvoir suivre 4 personnages à chaque fois que l'on prend une session de lecture. Donc j'espère sincèrement continuer ce livre d'ici peu, sachant qu'à la base, en plus je m'étais
m'étais inscrite pour faire un book tour en fait sur ce livre-là. Je sais pas si vous allez le voir passer ou pas si vous êtes sur Instagram ou même sur TikTok. En fait, les éditions Page Turner surtout, en fait c'est souvent eux mais pas que, organisent régulièrement des book tours avec leurs partenaires, c'est-à-dire que pour mettre plus en avant le livre sur un court laps de temps, donc en général 2 semaines, eh bien on va tous s'inscrire à certaines dates données pour pouvoir dire bah voilà, moi à telle date je vais parler du livre, soit en faisant une chronique, soit en faisant un esthétique ou des choses comme ça. Bref, je vais parler du livre à cette date là. C'est quelque chose qui se passe sur Insta et sur TikTok généralement, parce que c'est un peu long de faire des vidéos YouTube pour si peu, mais le truc c'est que moi du coup je m'étais inscrite pour demain. Oui, le 11 juin, alors que j'ai lu 100 pages du livre. Donc bien sûr, j'ai prévenu que voilà, j'allais pas pouvoir tenir mes engagements malheureusement. Ils l'ont très bien compris, sachant que c'est encore une fois quelque chose de bénévole et que généralement, lorsqu'on a des dates vraiment précises sur lesquelles il faut produire un contenu spécifique, c'est quand même une chose sur laquelle la plupart des créateurs de contenu littéraire sont d'accord pour dire que dans ce cas-là, ça devrait être un travail rémunéré, et effectivement, si j'avais été rémunérée pour ce livre, peut-être que je me serais trouvé plus facilement du temps pour le lire, tout simplement parce que derrière c'est un travail, et donc forcément c'est du temps qui peut passer sur du temps de travail, mais ce n'est pas le cas, et j'ai eu plein d'autres priorités, et ça n'en était pas une. Je sais pas pourquoi j'essaye de me justifier, honnêtement, j'ai juste pas fini ma lecture à temps, et c'est pas grave, et c'est totalement humain, et je préfère ça plutôt que de me forcer à lire un livre dans un laps de temps hyper réduit, ou en tout cas qui ne correspond pas à mon rythme de lecture actuel. On continue encore avec une de mes lectures en cours, puis on passera à du New Adult. Alors, je lis toujours l'or, enfin je lis, c'est un grand mot, puisque c'était la lecture commune du mois de mai, j'ai lu un tiers à peu près, et je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai même pas continué. Je trouve que la tournure des phrases est hyper lourde, et c'est dur de se lancer dedans, enfin de rester dedans, je sais pas, il y a quelque chose qui me freine. Pourtant c'est assez intéressant, donc je pense que c'est un livre que je vais remettre dans ma pile à lire, et que je ressortirai peut-être plus tard. Ici on va suivre Laure, qui est issue d'une famille de dieux, de demi-dieux, etc. Et donc en fait on est à l'époque actuelle, à peu près, à New York, et donc en fait Laure va se retrouver impliquée dans un genre de tournoi en quelque sorte, en tout cas un jeu meurtrier qui s'appelle Lagon, un moment où finalement les dieux sont obligés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé affronter Zeus, et elle va rencontrer Athéna, la protéger, etc. Enfin bref, j'ai un peu oublié déjà le peu que j'ai lu, ça fait très longtemps, plusieurs semaines que je l'ai pas ouvert, et honnêtement je pense que ça va être la dernière fois que je vais vous en parler, à moins que je le rouvre dans quelques mois, mais pour le moment j'ai clairement pas envie de retourner vers cette lecture malheureusement. J'ai l'impression qu'en ce moment je ne fais que abandonner des livres, mais juste parce que je suis sortie de la lecture depuis trop longtemps et que j'arrive plus à y retourner. Si je l'avais enchaîné d'une traite, peut-être que j'aurais bien aimé. Honnêtement je pense pas que ça aurait été une excellente lecture ou un coup de cœur, mais ouais, ça aurait été au moins une bonne lecture, parce que il y a quand même du bon et beaucoup de potentiel dans cette lecture, en tout cas du peu que j'en ai lu pour le moment, mais c'est vrai que la plume est lourde et ça me donne pas envie d'y retourner à chaque fois. C'est dommage, c'est vraiment dommage, mais j'aimerais me focaliser un petit peu plus sur des livres qui me font réellement envie, là maintenant, sur le moment, plutôt que d'essayer à tout prix de finir une lecture qui ne me convainc plus en fait, tout simplement. On continue maintenant avec du New Adult, et en New Adult d'abord romance, j'ai lu True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble, publié chez Hugo dans leur collection BD, donc c'est une BD, ou un roman graphique comme on les appelle parfois. Je vous montre quelques planches, c'est très lumineux, assez frais, plutôt léger aussi en termes de traits, etc. Voilà une deuxième, vraiment c'est vraiment sympa comme tout, j'aime beaucoup le style de dessin de Lily Blabla, et donc le scénario est réalisé par Morgane Moncomble. C'est une excellente lecture dans laquelle on va suivre Elliot et June. Elliot est un peintre qui est atteint de prosopagnosie, qui est donc un trouble en fait de la reconnaissance des visages, et donc il a du mal, non même il n'y arrive pas à reconnaître les visages des gens, donc il va plus se fier à la couleur de leurs cheveux ou aux vêtements qu'ils vont porter, mais il n'arrive vraiment pas à reconnaître leur visage, ce qui est assez compliqué dans son métier de peintre. Et le jour où June va rentrer dans sa galerie, en fait il va se dire « Ah mais son visage !» Vraiment, j'ai envie de le reconnaître, j'ai envie de me souvenir de cette personne. Il y a un truc chez elle qui fait que j'aimerais vraiment me souvenir d'elle. Et June, elle est galeriste, et donc elle va contacter Elliot pour exposer ses toiles, etc. C'est une jeune femme qui essaye vraiment de s'émanciper de ses parents, et c'est très compliqué pour elle. En fait, ses parents ne la soutiennent pas vraiment dans son travail lié à l'art, et en même temps, c'est aussi un moyen de montrer que être artiste, ça peut très bien marcher parfois, mais c'est aussi un métier précaire par d'autres moments, et du coup que c'est pas si simple d'accès non
non plus. C'est hyper intéressant de voir cette relation qui évolue entre June et Elliot, mais ce que j'ai vraiment aimé dans cette lecture, c'est que c'est pas seulement une romance, on a vraiment tout un pan de vengeance en fait autour d'Elliot. En fait, si Elliot ne reconnaît pas les visages, c'est parce qu'il a subi un accident à cause d'une certaine entreprise et du coup il veut se venger d'eux vraiment, et c'est un peu le cœur de cette histoire et de l'intrigue principale de cette new romance sous forme de BD. Alors je dis new romance, mais honnêtement pour l'instant ça pourrait être très bien du young adulte, mais ça a été classé new romance par la maison d'édition, donc peut-être que la suite sera un petit peu plus explicite, je ne sais pas. En tout cas, franchement c'était génial, une excellente lecture encore une fois. J'aurais juste aimé qu'il y ait des dialogues un tout petit peu plus approfondis pour s'attacher un peu plus aux personnages, mais ça c'est aussi le côté, enfin voilà, moi j'aime vraiment les romans et du coup j'ai un petit peu de mal parfois quand il y a vraiment pas beaucoup de dialogue dans les bulles de texte dans les BD. On termine cette vidéo avec ma dernière lecture qui a été du coup la saga d'Oren, donc le deuxième tome, Glint, de Raven Kennedy, publié également par Hugo dans leur collection Romantasy, et ça a été une excellente découverte. Excellente lecture, peut-être pas non plus très bonne lecture je pense, mais vraiment une superbe découverte puisque honnêtement j'avais vachement bien aimé Guild parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à pousser dedans, mais il y a quand même des choses dérangeantes dans Guild. Et là dans Glint, bon ça reste toujours un livre pour un public averti, il y a quand même des choses qui sont vraiment gênantes du point de vue de la condition de la femme et tout ça, mais je trouve que ça tend vraiment vers quelque chose de très positif de ce côté-là, puisqu'à travers ce roman, Oren s'émancipe progressivement de Midas, c'est beaucoup mieux de ce côté-là, on a aussi un développement des autres femmes de cette histoire. J'ai également énormément apprécié trouver des chapitres du point de vue de la reine Malina qui permettent de mieux connaître son personnage, c'est franchement très intéressant de ce côté-là. On a aussi un développement de l'univers de fantasy dans ce roman et ça c'est trop chouette parce que c'était quelque chose qui commençait à se développer dans le premier tome, qui est clairement une très grosse introduction en fait à cet univers de fantasy et qui se développe beaucoup vers la fin du premier tome, et donc on continue dans cette lignée de développement de l'univers et c'est vraiment génial de ce côté-là. On a quand même une grosse vibe de romantasy parfois un peu toxique dans laquelle on va avoir la jeune femme qui oui va rêver de grandeur et d'émancipation mais qui va s'attacher en fait coûte que coûte à un autre personnage qui clairement pourra toujours lui apporter la protection qu'elle recherche, et c'est vraiment le problème d'Oren en fait, elle cherche sans cesse une protection d'une autre personne et ça c'est dommage. J'espère vraiment qu'elle va continuer à s'émanciper de ce côté-là et au-delà de s'émanciper de Midas, de s'émanciper tout court en fait pour être juste elle-même en fait en tant que femme indépendante. J'espère vraiment que c'est ce qu'on va trouver dans la suite de cette saga. En tout cas, ce deuxième tome était extrêmement positif par rapport au premier, j'ai trouvé que l'évolution des personnages était extrêmement intéressante. Voilà, on n'est pas non plus sur du jour-nuit, mais on est sur une très très belle évolution et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de cette saga pour justement continuer à découvrir l'évolution de ces personnages parce qu'il y a encore beaucoup à faire tellement elle partait de bas. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ce bilan lecture vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce format où j'alterne à la fois entre les livres que j'ai finis et les livres que je suis toujours en train de lire, ou en tout cas que j'étais toujours en train de lire à la fin du mois de mai, parce que sincèrement je pense que c'est plus intéressant pour vous d'avoir globalement mon avis, même s'il n'est pas totalement définitif sur certains livres, mais en les classant toujours par genre plutôt que de vous présenter tout par genre et puis à la fin mes lectures en cours qui peuvent être de genres différents. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez parce que après tout moi ça ne change pas grand chose pour moi, donc autant que je m'adapte au mieux pour faire des vidéos qui vous correspondent le plus possible. En tout cas je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et écoutez, si vous êtes resté là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji cœur parce que j'ai eu plein de coups de cœur, enfin deux, mais c'est quand même déjà super chouette d'avoir 2 coups de cœur dans un mois, donc n'hésitez pas à mettre des petits emojis cœur partout en commentaire pour pouvoir soutenir ces petits coups de cœur, soutenir la chaîne aussi et toute la création de contenu que je peux vous faire. J'espère sincèrement vous revoir très bientôt et sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt je l'espère. Ciao!